Smell Talks, un podcast by Nez. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Nez vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Le mardi 4 juin 2024, la librairie Le Merle-Moqueur à Paris accueillait le lancement du 17e numéro de Nez, la revue olfactive. En écho à la thématique du dossier, argent et parfum, une table ronde a réuni ce soir-là 3 experts. Camille Goutal, parfumeuse et co-créatrice de la marque Voyage Imaginaire avec Isabelle Doyen. David Frossard, fondateur de la société Différentes Latitudes, du label Liquide Imaginaire et de la marque Obvious. Et Nicolas Holzik, expert et consultant auprès de sociétés de parfums. Une table ronde animée par Guillaume Tesson. Alors, Jeanne l'écrit très bien dans son édito. Aujourd'hui, quand on parle de parfum, c'est très difficile de ne pas parler d'argent. Quel est le juste prix d'un parfum? Quelle somme les consommateurs sont-ils prêts à mettre, à débourser pour un flacon? Et puis combien ça coûte de diriger sa propre marque et de produire ses propres parfums? Pour en parler, et parce qu'ils le valent bien, je voudrais vous présenter nos invités. Camille Goutal, vous êtes parfumeuse, co-créatrice de la marque Voyage Imaginaire avec Isabelle Doyen. Vous composez également pour d'autres marques. On peut citer parmi ces marques Naomi Kutzer, Bonton ou encore les bijoux Gas. Et vous avez longtemps travaillé pour la maison de parfums créée par votre mère Annick Goutal. Vous nous direz ce que coûte vraiment un parfum, dans tous les sens du terme, quand on dirige une maison indépendante. David Frossard, à l'âge de 25 ans, je crois que vous étiez sur le point de passer votre CAPES de philo. Et vous l'avez passé. Oui, mais raté. Mais raté. Ça a été ma chance. Bon. À cette époque-là, en fait, vous découvrez le milieu, le monde du parfum. Vous entrez chez l'artisan parfumeur comme directeur export. En 2005, vous avez fondé la société Différentes Latitudes qui vous permet d'accompagner un grand nombre de marques de niche dans leur développement commercial. Vous êtes aussi le cofondateur du label Liquide Imaginaire et le créateur de la marque Obvious. Et enfin, Nicolas Holzik. Depuis plus de 20 ans, vous êtes expert et consultant auprès de sociétés de parfums comme DSM Firmenich ou Coty, par exemple. Vous allez nous parler de marketing, on va même parler avec vous de désirabilité. Et votre analyse nous sera précieuse pour comprendre les écarts de prix d'un parfum à l'autre, du pas cher du tout au très 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 cher. Oui. Et commençons avec vous, Camille Goutal. Avec Isabelle Doyen, vous avez créé en 2020 votre propre marque, Voyage Imaginaire. Le parti pris de cette collection, c'est le 100% naturel. Je voulais d'abord vous demander en quoi ça consiste exactement ce parti pris 100% naturel. Les gens appellent ça un positionnement. Pour nous, c'était plus un choix créatif. En fait, après avoir travaillé plus de 25 ans dans une industrie traditionnelle, on avait l'impression d'en avoir fait un peu le tour et on voulait se mettre un nouveau challenge. Et on a décidé de formuler en 100% naturel. Et je précise le vrai 100% naturel. Il n'y a pas de transformé, de naturel transformé, tout ça. On le fera peut-être un jour parce que ça ouvre d'autres portes à d'autres types de créations. On n'est pas du tout contre, mais en tout cas, pour l'ouverture de la maison, on a décidé d'être en 100% naturel et ça implique donc des prix de revient très élevés. Et j'imagine effectivement ça pose des défis créatifs, techniques et financièrement. Où sont situés les postes d'effort? Alors les postes d'effort, c'est pas David qui me contredira, ils sont pas que sur la formule, même si évidemment quand on crée en 100% naturel, le coût de la formule est très cher, mais tout le monde sait dans l'industrie que ce qui peut coûter très cher, ça peut être un très beau bouchon, ça peut être un très beau flacon. Ça peut être, nous, par exemple, l'alcool est bio, donc c'est 30% de plus sur le coût de l'alcool. Enfin, tout est, en fait, quand on a une petite maison, il faut savoir que tout est démultiplié aussi par justement le levier d'achat. Quand on achète en petite quantité, tout est beaucoup plus cher. C'est comme de l'artisanat, c'est du fait main, c'est comme de la haute couture. Nous, au début, ça nous est même arrivé d'aller à l'usine et conditionner nous-mêmes les flacons avec les équipes. Enfin voilà, c'est plein de petites choses qui viennent s'ajouter. Nous, en l'occurrence, le coût de la formule, c'est un gros poste dans le parfum, mais
mais pas que. Donc, quand on est à son compte, forcément, tout le travail de recherche qui peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, ça nous arrive même de travailler 5 ans sur des formules avec Isabelle. Évidemment, toute cette phase-là n'est pas rémunérée. Et nous, on est une petite équipe, c'est un choix pour l'instant. On aime être en mode familial. On n'est que 3 et on fait tout. Donc, on fait la communication, les achats, la prod, la créa des parfums. Et c'est vrai que cette partie-là n'est pas rémunérée. C'est un choix aussi, c'est un choix de vie, c'est un choix de liberté. Nicolas aussi, dans ce numéro 17 de Nez, il y a un sujet dont on parle, c'est cette polarisation des positionnements et donc des tarifs. À quoi ressemble aujourd'hui le marché du parfum en France ? Alors c'est vrai, c'est très intéressant. On a tendance à penser que les prix des parfums augmentent, que tout devient plus cher, et on observe d'un autre côté des marques accessibles, voire très peu chères, qui s'installent et qui marchent bien, comme Adopt, Solinote. On peut aussi trouver des parfums chez Zara qui vont être parfois co-créés avec des gens célèbres, comme Madame Jo Malone ou Olivia Giacobetti. Et donc on se retrouve à avoir des produits qui vont être bien moins chers que ce qu'on peut trouver chez un Sephora, Marionneau. Et à l'autre bout du spectre, on va avoir des produits qui vont dépasser 200, 250 euros, parfois beaucoup plus chez certaines marques. Et donc, on a une sorte de polarisation, comme vous dites, qu'on a pu observer aussi dans le prêt-à-porter avec des enseignes de fast fashion, voire d'ultra fast fashion, qui sont capables de proposer des t-shirts à 3 à 5 euros. Et de l'autre côté, des marques qui vont monter en gamme, qui vont proposer des vêtements chers, des gens qui vont acheter des choses plus désirables, peut-être une paire de chaussures Balenciaga qui peut coûter très cher. Ceux qui sont situés entre les deux, parfois peuvent se retrouver très fragiles. Et on a vu dans le prêt-à-porter que cette polarisation, finalement, celui qui va vendre un jean à 40 euros, c'est pas très cher par rapport à une marque de luxe. Mais si ça se trouve chez Shein ou chez Primark, il va y avoir un produit qui va coûter 10 euros ou 5 euros et ça va devenir cher. Et le problème qu'il y a eu dans le secteur de la mode, ce sont des enseignes avec des points de vente et parfois des retards dans la digitalisation, le fait de vendre en ligne. Et certaines enseignes ont mis la clé sous la porte. Donc ça, on a pu le lire dans la presse ces dernières années. Le parfum et le secteur de la beauté sont un peu plus préservés parce que la distribution est différente. Cela dit, quand on voit ce qui se passe, par exemple, pour The Body Shop, qui va vendre des parfums et des cosmétiques à un prix qui est plutôt accessible, avec certes des valeurs, une éthique, etc., ça peut paraître cher par rapport à des marques qui vont être capables, comme Adopt, de proposer des parfums autour de 10, 15 euros. Et il y a d'autres enseignes qui peuvent se retrouver fragilisées, par exemple Yves Rocher, qui a des produits qui sont très intéressants, qui a une clientèle fidèle, mais finalement, est-ce que acheter un parfum à 30 ou à 40 euros, quand le référentiel pour les équipes de développement, c'est ce qui est vendu chez Sephora, Marionneau, Nocibé, autour de 80 ou 100 euros, c'est si bon marché que ça? Oui. Mais est-ce que par rapport à un parfum Adopt qui va être autour de 10-15 euros, c'est un prix qui est intéressant? Le consommateur peut se dire, 30 euros, c'est cher. Et donc, on peut avoir des marques qui vont proposer des produits à 200, 250 euros et qui ont encore une marge de progression. Et à l'inverse, on a des marques qui se retrouvent à être perçues comme chères, alors que finalement, 30 euros, 40 euros, c'est pas très cher pour un parfum. Et donc, cette polarisation entraîne un changement d'habitude des consommateurs qui peuvent jongler, comme on l'a vu dans la mode, acheter un pantalon, un jean à 30 ou 40 euros et avoir un accessoire de luxe, une ceinture peut-être Gucci ou quelque chose vraiment qui va habiller un look. De la même manière, on va se dire, tiens, pourquoi pas acheter le parfum créé par Madame Jo Malone chez Zara, qui est pas très cher, qui est pas mal. Et puis en même temps, se dire, peut-être qu'une fois de temps en temps, je vais faire un achat plaisir à 200 euros, 250 euros, voire plus, puisqu'il y a des marques aujourd'hui qui proposent des parfums. Chez Frédéric Malle, il y a des parfums jusqu'à 1430 euros les 100 millilitres. Ça commence à faire une grosse somme. Une expression qu'on entend depuis déjà quelques années, mais ça n'existait pas il y a peut-être 10 ans, c'est des parfums qui sentent chers, qui sentent riches. Vous pouvez nous dire d'où ça vient et qu'est-ce que ça signifie en fait? Alors, il y a un article qui est intéressant dans le numéro de Nez de Jenny Brio sur l'odeur des classes et finalement le fait de paraître ou que le parfum finalement va être capable de dire qui on est. Mais de la même manière qu'on peut acheter un vêtement sur lequel il y a un logo, on va dire voilà, comme ça, je donne l'impression que j'ai réussi ou que j'ai une certaine aisance financière.
On peut très bien acheter un parfum qui va être reconnaissable avec un sillage très signé. Je pense à Bois d'Argent, Baccarat Rouge 540, qui sont très très grandes réussites. Mais de la même manière que les vêtements ont pu être contrefaits, le logo être faux sur un vêtement, on peut très bien avoir un dupe, voire une imitation, une contrefaçon carrément d'un parfum. Après, cet aspect d'odeur riche, ce sont des sillages qu'on va reconnaître, qui sont très signés, très puissants, qui sont pas, qu'on retrouve pas exclusivement chez les marques de niche. Et ça peut être aussi dans l'aspect visuel, c'est-à-dire vous avez une collection de 50, 100 parfums que vous allez montrer sur les réseaux sociaux, vous montrez finalement un certain statut, une réussite. Bien sûr, il y a une passion derrière, mais c'est, voilà, j'ai une belle collection, il y en a pour pas mal d'argent. Donc finalement, le parfum peut être un marqueur social, vrai ou faux d'ailleurs, hein, comme une Rolex qu'on pourrait avoir au poignet, comme un gros logo sur un vêtement qui est reconnaissable, qui peut être faux. Et le parfum, il contribue aussi. David Frossard, là je m'adresse au distributeur. Le parfum, marqueur social, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, pour les parfums de niche, de plus en plus. Et moi, j'ai un magasin, je reçois des clients. J'ai pas de problème moral par rapport au prix d'un parfum. Le prix, c'est un accord entre une offre et une demande, et j'ai pas de souci avec ça. En revanche, qu'est-ce que ça induit ? Il y a une élasticité au prix dans le parfum, et une explosion du prix du parfum. Parce qu'il y a 15 ans, l'artisan parfumeur était vendu à 90 €. Le marché était en dessous de 100 €, puis après on me dit le marché est à 140 €. Je vous parle des marques de niche de parfum. Et aujourd'hui le marché est à 200 €, c'est-à-dire que c'est la moyenne. Il y a des choses plus chères et puis des choses moins chères. Mais ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que ça induit chez le consommateur, et puis après dans le marketing des marques, c'est que si vous voulez, si vous achetez une voiture à 1,5 million d'euros, elle va être chère, mais on va pouvoir vous montrer des choses. On va vous montrer le cuir de la voiture, le moteur, vous la faire chanter devant vous, etc. Vous pouvez vous accrocher à quelque chose en tant que consommateur. Sur le parfum, c'est plus compliqué parce qu'il faut être un professionnel, encore même un professionnel pour être capable de donner, on pourrait faire un texte qui est professionnel, être capable de donner le prix d'une formule. C'est assez compliqué. Donc le consommateur va essayer de se raccrocher à quelque chose. Et en ce moment, malheureusement, il se raccroche à combien de temps le parfum va tenir sur moi. Voilà, combien de temps ? Alors, ok, je paye 300 €, mais j'en ai pour combien de temps ? J'en ai pour combien de jours ? D'accord, il va coûter 300 €, mais alors, moi, je veux une projection. Je veux que quand je rentre dans un restaurant, les gens arrêtent de manger. Et donc, ça induit chez le consommateur, et donc les marques s'engouffrent aussi là-dedans. Et moi, ça me pose un vrai problème sur la créativité, sur la capacité aujourd'hui des marques de niche à faire des produits qui sont poétiques, faciles. Personne n'a dit qu'on devait manger dans un 3 étoiles Michelin tous les jours, ni de voir que des œuvres d'art, ni de lire que des chefs-d'œuvre. C'est sympa de regarder un petit film, de manger dans un petit bistrot. Et ben moi, j'aime bien les parfums qui sont tendres, légers, et qui ne tiennent pas pendant 5 jours. Et je me demande si aujourd'hui, on pourrait lancer, par exemple, la chasse aux papillons d'Olivier Giacometti. Pourrait-on le faire ? À ce sujet, c'était quand même déjà un sujet il y a 20 ans, parce que donc quand même, ou 30 ans, quand ma mère a lancé l'eau d'Adrien, pour ceux qui connaissent l'eau d'Adrien. Tout le monde disait, ça sent hyper bon, mais ça tient pas. Pourquoi vous rajoutez pas un truc dedans pour que ça tienne mieux ? Elle dit, parce que si je rajoute un truc dedans pour que ça tienne mieux, c'est plus l'eau d'Adrien. Et donc, en fait, elle disait, vous avez votre parfum et vous vous reparfumez avec si vous voulez. Voilà. Mais cette odeur-là, cette note qui est si belle, si tendre, comme tu disais, et c'est ce qu'elle cherchait, c'était la tendresse, la poésie, je ne peux pas l'obtenir en faisant un truc qui cogne et qui va durer. Et donc là-dessus, on est bien d'accord sur ce débat de la longévité. C'est un gros débat en ce moment dans la parfumerie, voilà. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a parlé du prix des parfums. Ça, c'est le consommateur qui va voir le prix. On a parlé du coût avec Camille. Mais il y a aussi la valeur. C'est-à-dire que les gens en veulent pour leur argent. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre 300 €? S'ils mettent 300 €, effectivement, il faut que ça tienne, il faut que ça se remarque. Donc, en fait, d'une marque à une autre, ils vont dire, est-ce que ce produit vaut vraiment ce prix-là? Est-ce que peut-être que le flacon n'est pas assez lourd? Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu en parfumerie il y a pas très longtemps. Et donc, en fait, il y a une perception du prix qui est parfois décorrélée du coût réel.
David, moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Est-ce que, à travers Liquide, donc cette boutique où vous vendez des parfums, est-ce que vous, en tant que distributeur, vous parlez aux marques et vous leur dites parfois c'est trop cher ou parfois pour le prix, je cherche un peu la créativité. Est-ce que vous les titillez un peu? Alors, oui et non. D'abord, je suis comme tout le monde. Il y a un marché, les marques arrivent. Je ne peux pas me présenter à vous en disant que je suis le Zorro de la parfumerie et que chez moi, je divise par deux tous les prix. Précipitez-vous dans mon magasin. Malheureusement, le marché avance et on n'y peut rien, quelque part, si ce n'est d'en parler, de discuter et de réfléchir à ce que ça induit. Donc le marché avance et chez Liquide aussi, on a des marques qui sont chères et qui sont de plus en plus chères. Moi, ma réponse a été de faire une marque Obvious qui est moins chère, qui est à 110 € sur un 100 ml eau de parfum. Et oui, ça m'est arrivé de refuser des marques parce que je trouvais que le prix n'était pas justifié, était vraiment... Alors encore une fois, c'est difficile, donc il faut vraiment que ça soit outrancier pour que je dise non, là, à ce niveau-là. Et alors si je dis ça, on me dit quoi? Toi, David, 25 ans dans le marque de niche. Parce que maintenant, le fait que ça soit cher, ça prouve que c'est de l'excellence, que c'est rare. Mais je suis désolé, c'est pas vrai. Et voilà, moi, aujourd'hui, moi quand j'ai commencé il y a 20 ans, dans les marques, un peu plus que ça, dans les marques de niche, il n'y avait pas de marché. Quand j'ai créé ma société, un consultant m'a dit « Alors, qui sont vos compétiteurs ?» Je dis « Bah, je ne sais pas, je m'en ai pas. » Il m'a dit « Si vous n'en avez pas, c'est qu'il n'y a pas de marché, quoi. C'est pas une bonne idée, votre truc. » Bon, je me suis dit « Ok, on va quand même y aller. » Et parce que je me disais que chaque jour, un consommateur allait être dessillé et allait arrêter de regarder ces marques sélectives, allait se tourner vers une forte valeur ajoutée produit, allait se tourner vers les marques de niche. C'est ce qui s'est passé. Tant et si bien que maintenant, il y a beaucoup d'argent dans le... Alors, pas chez tout le monde, évidemment, mais il y a beaucoup d'argent pour les marques de niche et pour ce segment de marché. Et cette manne d'argent qui arrive n'est pas sans poser problème. C'est en même temps une solution, mais en même temps un vrai problème. Et à l'inverse, il y a certaines marques à qui on dit vous n'êtes pas assez cher. Et donc c'est cité dans le nez de ce semestre. Finalement, vous allez rentrer dans un grand magasin et puis Harrods va vous dire j'aimerais bien votre marque, mais on a déjà beaucoup de marques. Est-ce que vous auriez une collection exclusive, un produit exclusif qui sera forcément plus cher? Et donc pour le coup, ce qui est assez étonnant, c'est que les consommateurs, déjà quand ils vont en circuit traditionnel, peuvent trouver les parfums très chers. Moi, je discute, les gens me disent ah là, qu'est-ce que c'est cher le parfum. Et pour autant, on va avoir des points de vente qui vont dire à certaines marques bon, c'est bien, mais bon, voilà, c'est pas assez cher par rapport à ce que tel autre point de vente. Et donc, pour le coup, jusqu'à quel point c'est trop cher, en fait. Et jusqu'à quel point c'est pas assez cher. Parce que moi, avec Obvious, quand on a lancé Obvious chez Liquide, on avait des consommateurs. J'ai dit à mon staff, arrêtez de dire le prix, en fait. Présentez le parfum, et quand les gens veulent l'acheter, vous leur dites non. Et sinon, les gens disent ah non, 110 €, non, c'est pas moi. Non, je suis mais parce que 200, 300. Tu parles de la boutique qui va vendre tes produits ou du consommateur? Parce qu'il y a aussi les boutiques parce que la boutique, il y en a qui veulent se faire plus de marge aussi. Il faut savoir que quand vous, en tant que marque, quand vous vendez à un point de vente, la boutique derrière, elle se fait une marge, évidemment, c'est normal. Elle a le staff à payer, le salaire, les loyers, bon. Et donc, forcément, il y a aussi des boutiques qui aiment vendre des marques plus chères pour se faire plus de marge. Bon, c'est pas toutes, hein. Heureusement, il y en a des super qui acceptent justement tous les panels de prix et nous, on a toujours dit qu'il en faut tout pour faire un monde, donc on adore qu'il y ait justement toutes ces gammes pour toutes les bourses, toutes les qualités. Toi, je sais pas comment t'as fait quand t'as créé ta marque, mais par exemple, nous, on s'est pas dit on veut être dans cette fameuse cible des 200 €. Nous, on a calculé un prix de revient avec nos belles matières, notre flacon, notre bouchon, et à la fin, on est arrivé à un prix. Mais on n'a pas fait l'inverse. On s'est pas dit ok, on veut être dans cette cible-là. Non, on est parti de notre prix de revient, on a calculé des marges pour qu'elles soient correctes pour tous, et on est arrivé à un prix dans les 200 €. Donc, mais on n'a pas fait le travail inverse. En tout cas, c'était pas une cible marketing.
Mais c'est le marché. Non, moi j'ai fait l'inverse pour dire parce que j'ai voulu C'était ton choix. répondre à cette problématique d'élasticité au prix et de me dire essaye de trouver un système pour et ce système c'est faire un peu plus de volume si on y arrive et de stretcher la distribution, enfin d'agrandir la distribution, essayer d'aller dans les points de vente parce qu'effectivement quand on a un positionnement prix moindre, on peut aller dans des points de vente un peu alternatifs. Moi, qui m'intéresse. Voilà, après, encore une fois, aujourd'hui, le marché est autour de 200 euros. C'est pas la faute des marques. Et même une marque qui aujourd'hui vient me voir, me demande un conseil, je leur dis, le marché est autour de 200 euros. Si vous vous mettez en deçà, vous dites quelque chose au consommateur et vous dites quelque chose au point de vente. Donc c'est vraiment un positionnement marketing. C'est risqué aujourd'hui de dire, bah non, je vais faire un parfum à 150 euros ou à 110 euros. Parce que forcément, comme tu le disais, certains magasins, moi je l'ai vécu ce que tu disais, je l'ai vécu chez Barnes aux États-Unis, où les marques américaines, elles arrivent et Barnes leur dit, bah non, $250, non, $300. Puis après, ils positionnent comme ça leur marque, et après ils sont un peu foutus parce qu'à l'international, c'est plus compliqué qu'aux États-Unis. Oui, alors aussi, le consommateur, lui, il peut se retrouver en désaccord avec les marques. C'est-à-dire qu'il peut acheter son parfum d'une marque patrimoniale française, comme Champs-Élysées, et puis le parfum exclusif change de flacon avec le bouchon qui peut être personnalisable, et le parfum passe de 210 € à 295, maintenant 325. Voilà. Bon, alors évidemment, ça devient très cher. Il y a d'autres marques, par exemple, chez Serge Lutens, qui a longtemps été justement perçu comme pas assez cher par rapport à des marques de niche qui étaient arrivées par la suite. Chez Serge Lutens, lui-même le dit, c'est pas moi qui décide, c'est le marketing. On va passer un parfum qui est dans la collection rectangulaire, qui s'appelle collection noire maintenant, au flacon de table, et puis dans les gratte-ciel, et puis on sait jamais. Et puis par contre, le prix va augmenter beaucoup. Donc le consommateur se dit, c'est quand que c'est le bon moment d'acheter. Et puis, il y a eu un effet avec le Covid, il y a eu une accélération de la digitalisation, et les gens se sont mis à davantage regarder combien pouvait coûter un parfum en ligne, puisque les parfumeries étaient fermées, et parfois sur des marques traditionnelles, sur des Chanel, sur des Dior, des Lancôme, sur des sites qui sont relativement sérieux, on peut trouver des parfums qui sont 30 ou 40% moins chers. Et là, ça commence à faire une somme d'argent très importante. On peut se dire, bah, tiens, j'économise là-dessus. Peut-être qu'avec ce que j'ai économisé, je m'achèterai quelque chose de plus rare, de plus cher. Serge Lutens aussi, finalement, s'est retrouvé à faire le Black Friday. Donc, il y a un point de vente qui disait, bah, moi, je vais arrêter de distribuer Serge Lutens parce que je peux pas suivre. Donc, pour le coup, le consommateur, lui, dit, ah oui, vous le vendez combien? Il est vendu à tel endroit, moins cher, etc. Donc, en réalité, il y a quand même un arbitrage du consommateur sur les prix, quand il peut trouver moins cher sur un produit qui est identique, pourquoi il paierait 40 ou 50 € de moins. Ce qui est plus difficile, évidemment, avec des marques de niche qui ont une distribution qui est beaucoup plus sélective, d'avoir des discounts sur les prix de vente. On le disait, il y a beaucoup d'argent. Il y a donc toutes ces marques de niche qui se créent, il y a tous ces lancements, il y a de l'argent qui circule. Où est la créativité dans tout ça? Quel est l'impact de ces flux financiers, de ces flux d'argent sur la créativité? Camille, votre regard? Bon, l'impact de l'argent, je pense que ça dépend plus du positionnement marketing de la marque dès le départ. C'est-à-dire que une marque qui est très créative, argent ou pas, elle va essayer de le rester. Une marque qui rentre dans les cases, il y en a quelques-unes en ce moment qui ont fait des très belles réussites, mais qui sont là pour répondre à une demande marketing. Avec encore plus de sous, elles vont encore mieux se développer. Bon, pourquoi pas. Enfin, pour moi, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent que ça brille la créativité, en fait. Ça dépend dès le début du positionnement de la marque. Ça peut arriver, que effectivement, en fait, plus on grossit, plus c'est dur, effectivement, de garder son âme. Ça, c'est l'éternel sujet de tous, de tout le monde. C'est pas que dans les parfums, c'est partout pareil. Nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on faisait pas mal chez Goutal, et que je pense, c'est une philosophie que j'aime bien et qu'on va garder chez Voyage Imaginaire, c'était de se dire, une boîte, il faut que ça vive. C'est-à-dire que faire que des parfums pour nous-mêmes et 3 flous de parfums et on va être que 3 à comprendre les créations qu'on fait, ça arrive, on en a déjà fait. On a vendu 100 flacons, ma mère faisait déjà ça à l'époque. Bon,
Ça fait pas tourner une boîte, ça paye pas les salaires, et puis finalement, bosser 2 ans sur un projet pour vendre 3 flacons, c'est pas si chouette que ça. Et ce qui est assez sympa dans une marque, c'est d'arriver à avoir quelques best-sellers qui vont tirer la marque vers le haut. Donc peut-être effectivement que ce sera un positionnement un petit peu plus facile, un peu plus simple, un peu plus à la mode, et pourquoi pas finalement quand c'est bien fait. Et puis à côté de ça, ça permet justement de faire des parfums un peu loufoques, qu'on va être 3 à comprendre, mais qui au moins... Non, mais ça peut être même au sein de voyages imaginaires. Et puis parfois, il y a des très belles surprises. Parfois, on se dit, on lance un parfum, on va être 10 à le porter sur la planète. Et puis, on ne sait pas pourquoi c'est un succès. Je pense dans un genre très commercial à Angel, c'est l'exemple type de la parfumerie. Moi, personnellement, c'est pas mon parfum phare. Mais c'était un énorme coup de pied dans la fourmilière. Je pense à l'époque à Baccarat Rouge de Francis. Enfin, quand même, c'était... Aujourd'hui, on en pense ce qu'on veut, mais il a fait un carton plein avec ce truc et qui n'était pas si évident que ça pour l'époque. Faut le rappeler, aujourd'hui, tout le monde le connaît, tout le monde le porte et tout, mais c'était un vrai parti pris. Donc voilà, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre quand on lance un parfum. On a l'impression que parfois, ça va cartonner, c'est un flop total. Voilà, ce qui est bien, je pense, dans une marque, peut-être que David, tu seras d'accord ou pas d'accord, mais c'est d'alterner, en tout cas, des lancements un peu pour se faire plaisir, pour faire de la jolie parfumerie, et puis peut-être quelque chose d'un petit peu plus facile qui va faire vivre la maison. Je suis tout à fait d'accord. La liberté a un prix. Et il faut, on n'est pas des ONG, il faut payer du monde. Donc la liberté a un prix et il faut savoir parfois faire des choses plus commerciales. Et sur les gens, moi le souci il est au niveau macro, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a quelques marques qui lèvent 700 millions d'euros. Qui sont vendus 1 milliard d'euros. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais quelques-unes sur le marché. Oui, il y en a, mais c'est quand même par rapport au nombre de marques qu'il y a, c'est plus... Oui, mais le montant, 1 milliard d'euros, oui, 700 millions d'euros, 700 millions d'euros, pas pour la majorité des parts, hein, 700 millions d'euros pour une marque de niche de parfum. Il y a d'autres milliards. Après, c'est la presse, hein, c'est pas... Creed, voilà. Creed aussi, ces exemples-là, qu'est-ce qu'ils vont induire? Ils vont induire le fait que myriade de gens vont se dire, et pourquoi pas moi? Pourquoi je ne lancerais pas ma marque, moi aussi? Donc chaque année, au fameux salon d'Aix-en-Provence, on a 350 marques qui arrivent. On sait bien, moi je le sais, c'est mon métier depuis très longtemps, les capacités de distribution ne sont pas suffisantes. Hein, on va retrouver dans le monde peut-être 20 marques distribuées, allez, 50 pour être vraiment gentil, de marques qui sont vraiment distribuées, alors qu'il y en a 200 qui sont créées chaque année. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces marques-là qui sont créées, elles ont le droit d'exister, elles ont envie d'exister. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de rentrer en compétition avec le voisin parce qu'il n'y a pas de place. Et comment je fais pour rentrer en compétition avec le voisin? Je deviens de plus en plus, excuse my French, putassier. Je deviens de plus en plus provocant. Je fais des parfums qui sont de plus en plus forts. Je rajoute du cul, je rajoute énormément de choses. Parce que, pas pour le consommateur, parce qu'on l'a dit, Camille a dit, le consommateur, moi, il me semble qu'il veut encore des émotions, que le parfum, c'est des émotions. Mais la marque, elle se dit, moi, je veux juste stand out par rapport à mon copain. Comme les articles de journaux, si un jour vous faites, certains le font lire toute la presse, on s'aperçoit souvent qu'ils se répondent à l'autre, plus que nous parler à nous. Eh bien, j'ai l'impression que les marques de parfums se répondent entre elles, plus que d'essayer de susciter des émotions chez nous, à cause de l'argent. Je suis bien d'accord. Finalement, racheter ces marques si chères, ensuite, il faut rentabiliser l'achat. Et donc, des marques qui parfois sont des marques de niche, si tant est que ce terme veuille encore dire quelque chose, qui sont peu connues, il va falloir qu'elles montent en puissance, qu'elles deviennent des marques de luxe qui vont peut-être être là pour aider des groupes qui peuvent perdre des parts de marché dans le maquillage ou dans le skincare. C'est pas forcément le cas. À croître, la presse va dire, ah oui, la parfumerie... un succès insolent, donc alors augmentons les prix. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix parce que la marque nous a coûté très cher. C'est pas d'ailleurs uniquement dans le parfum. Hein. Quand Tiffany a été racheté, c'est une somme d'argent beaucoup plus importante. Mais en fait, en réalité, si c'est pas le groupe A qui l'achète, ce sera le groupe B qui l'achètera. Donc parfois, oui, c'est ce que vaut cette marque. On dépense une grosse somme d'argent pour acheter une marque. Et finalement, après, il va falloir lancer des produits qui correspondent au prix, qui correspondent au marché.
Effectivement, comme disait David, peut-être que 150 euros c'est plus tout le bon prix, peut-être que 200 c'est pas assez cher. Mais finalement, est-ce que on peut encore aller plus haut, lancer un flacon avec, je ne sais pas, un diamant dessus? Est-ce que c'est si cher que ça? Moi, je pense que oui. Mais si on regarde par exemple des marques de vêtements, chez l'Europiana, une marque de Quiet Luxury, on peut trouver des vêtements qui vont être à 20 000, 30 000 euros. Peut-être que les équipes marketing de parfum vont se dire peut-être qu'on va pouvoir essayer de lancer un parfum à 5 000 euros. Pourquoi pas? Je ne sais pas si le consommateur derrière il suivra. En fait, ce qui est un petit peu gênant on est plusieurs à le penser, c'est que justement ce dont tu parlais de ces marques qui arrivent avec des énormes fonds. C'est vrai que là on parle pas de 500 000 ou 1 million, ce qui serait déjà des très grosses sommes, mais on parle d'investissements phénoménaux. Et pourquoi pas? Franchement, encore une fois, pourquoi pas? Mais c'est juste qu'elle continue d'être vendue dans un réseau de distribution de marques de niche. Et c'est là où ça pose problème pour des marques qui sont plutôt autofinancées ou avec des petits investissements familiaux, etc. Effectivement, on entre en collision directe avec des marques qui se positionnent comme nous, mais qui vont en fait avoir une force de frappe derrière et publicitaire et commerciale, enfin tout, une puissance d'achat qui est dingue. Ça, on n'a peut-être pas assez développé, mais c'est vrai que quand vous achetez 1000 pièces versus 100 000 ou 1000 flacons ou 1 million de flacons, mais la différence de prix est complètement dingue, les amortissements de moule, etc. Et donc, moi je suis cliente, c'est vrai que si je connais pas forcément tout ça, je rentre dans une boutique, je vois une jolie marque comme Obvious, par exemple, ou Voyage Imaginaire, et puis à côté de ça, d'autres marques dont on a parlé. Je peux pas faire la différence quand je suis consommateur. Je comprends pas les enjeux derrière qui se trament, et donc c'est vrai que c'est plus dur pour des petites marques aujourd'hui un peu autofinancées d'exister et de faire sa place. Et même avec des noms comme David qui est très connu dans le milieu de la parfumerie, donc voilà quoi. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il me semble que sur le long terme, pour répondre à Nicolas sur la pérennité des marques de niche, moi j'y crois. Et pour moi, j'aime bien ce concept de marque de niche. Alors pendant longtemps, il a été décrié parce que je ne veux pas faire des parfums qui plaisent au plus grand nombre. Ça ne m'intéresse pas. Et moi, je veux faire des parfums qui suscitent une émotion, qui plaisent à certaines personnes, mais pas au plus grand nombre. Donc effectivement, ces marques qui lèvent beaucoup d'argent, il faut imaginer que 1 milliard ou 700 millions d'euros, excusez-moi, parce que c'est le début, hein, c'est pas la fin, c'est le début, parce que c'est un fonds qui l'achète, hein, c'est un fonds de pension, qui doit le revendre dans les 3 ans. Donc 1 million d'euros, 100 millions d'euros, dans les 3 ans, ça doit être revendu. Et donc, il n'y a pas de plafond de verre, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre, ils disent qu'ils vont vendre un nombre de parfums incalculable. Donc ces marques-là sortent du scope des marques de niche, effectivement. Mais il reste, et c'est là où c'est difficile pour le consommateur de faire le tri là-dedans. Avant, il y avait des marques sélectives, on ne comprenait pas trop, c'est quoi une petite marque, il y avait des marques, il y avait du Boutal, des artisans, voilà, des happy few, souvent culturels, hein, plus qu'économiques, qui découvraient ces marques-là. Bon, et après, ils se sont dit, ok, il y a des marques commerciales, sélectives, et puis il y a des petites marques. Puis après, il y a des marques de niche, et puis des marques sélectives. Et puis maintenant, il y a une sorte de magma où plus personne ne comprend rien, mais ça va pas durer. Je pense qu'il reste des gens, j'en suis désolé, sinon j'irai faire autre chose, qui aiment les émotions en parfum, et qui, le marché à un moment va se retourner, et des marques comme la tienne, comme la mienne, comme bien d'autres, pourront quand même exister parce que les gens qui sont drivés par les émotions viendront là plutôt que chez Valvedo. Et d'ailleurs, un moyen aussi de le voir, on parlait des positionnements prix, c'est la distribution intégrée. Parce que qu'est-ce qui limite le fait de vendre un parfum à 10 000 euros? C'est de le vendre à quelqu'un d'autre. Moi, quand je prends Obvious et que je vais taper à la porte de Merci, d'un magasin, n'importe quel magasin, il met un surgelé à Bordeaux, qui est un très beau magasin, je suis content de citer, je vais taper, puis je dis, vous voulez m'en acheter 6, 7, oui, ça coûte combien, etc., etc.
Si je leur dis, ça coûte 10 000 euros le parfum, effectivement, ils commencent à avoir un problème de stock. Vont-ils réussir à le vendre derrière? Ça prend beaucoup de risques. Une fois que j'ai une distribution intégrée, une fois que mes magasins sont rue Saint-Honoré et que je n'ai plus que des magasins. Et d'ailleurs, les marques dont on parle, c'est des marques qui tendent à sortir de la distribution. Elles ne veulent plus être dans les magasins dits de niche. Ça les intéresse pas. Elles veulent être dans leur propre magasin parce qu'elles trient la clientèle. Et la clientèle arrive dans un magasin à enseigne et se dit, voilà, je peux me faire plaisir, et la marque aussi peut se faire plaisir. En même temps, on a des consommateurs qui vont voir des articles dans la presse sur des marques qui sont très accessibles et parfois sur des codes olfactifs qui sont un peu ceux de la niche, de faire une fleur d'oranger, de faire un thé, et c'est assez étonnant, parfois même un oud, à des prix autour de 15-20 euros, voire beaucoup moins cher. Là, pour le coup, on est plutôt dans des copies de parfum. Le consommateur qui reste quand même attaché au circuit de distribution classique, parfumerie traditionnelle, qui va dire, voilà, mon parfum de telle marque, il a pas mal augmenté, qui voit ces nouvelles marques, parfois les flacons sont simplifiés, ils sont pas toujours très beaux, mais il va se dire, tiens, 10-15 euros, j'en ai acheté 2, j'en ai acheté 3. Et donc, nous, on parlait effectivement de ces produits qui sont de plus en plus chers, pas encore des parfums à 10 000 euros, hein. Peut-être qu'il y en a, mais... Et à l'inverse, on a quand même des marques qui arrivent avec des choses qui sont très peu chères et qui, parfois, sont pas si mal que ça. Et donc, c'est très, très difficile de se dire, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut, un parfum? On vous montre un flacon d'une marque que vous n'avez jamais vue, juste une photo, combien coûte ce parfum? Est-ce qu'il coûte 100 euros? Est-ce qu'il coûte 30 euros? Est-ce qu'il coûte 1200 euros? C'est très difficile. Évidemment, quand on l'a en main, c'est différent. Il peut y avoir le poids, il peut y avoir le nom, il peut y avoir les détails comme l'emballage. Mais on peut trouver aujourd'hui des produits qui vont être peu chers, qui correspondent à une tendance. On voit par exemple Adopt qui ouvre une nouvelle boutique, qui travaille avec des parfumeurs de renom qui sont cités, des parfumeurs de renom qui peuvent aussi travailler avec des marques de niche. Là, le consommateur, il se dit, voilà, ça n'a pas l'air si mal que ça, et c'est pour le coup pas cher du tout. On arrive à la fin de cette table ronde. Une dernière question pour chacun d'entre vous. Dans 5 ans, dans à peu près 5 ans, comment est-ce que vous voyez le marché du parfum et quel type de parfum on pourra s'offrir et à quel prix? Camille? Moi, j'ai déjà du mal à voir ce qui va se passer demain. Alors, dans 5 ans, franchement... Non, mais la parfumerie, elle change tellement vite. Et je suis d'accord avec toi, David, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce truc où c'est un magma total. Il y a effectivement en même temps des voix qui sont en train d'émerger, comme les nôtres. Merci beaucoup de nous avoir invités, d'ailleurs, pour en discuter. Où les gens commencent un tout petit peu à être éduqués, à comprendre. Moi, j'ai quand même l'impression parfois que c'est David contre Goliath et de discuter un peu. Alors heureusement, il y a des vrais gens comme vous qui viennent et qui nous écoutent, mais je sais pas, je fais pas de prédiction. Moi, j'espère juste continuer à faire de la belle parfumerie, en fait. Voilà. Moi, je suis plutôt optimiste, malgré tout ce que j'ai pu balancer. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, dans les marques de niche, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de marché, mais je me suis dit, tous les jours, il y a quand même quelqu'un qui va ouvrir les yeux et qui va voir qu'un parfum, un Lancôme, il a une valeur projetée, mais au fond, le produit, si on le regarde, si on oublie tout ce qu'il y a autour, le produit n'est pas terrible. Je suis optimiste dans le sens où, aujourd'hui, beaucoup de marques de niche sont hors sol. Elles sont hors sol, elles se sont laissées aveugler par l'argent. Elles ont des packaging qui sont des matrioshkas de boîte, des capots énormes. Mais tous les jours, on parle du réchauffement climatique. Tous les jours, on parle de ces problèmes. Non, c'est pas grave. On a des capots de plus en plus gros et des packs de plus en plus gros. Les jus sont de plus en plus forts. Et puis les noms. Alors, il y a une marque, pour ne pas le citer, j'espère que le monsieur n'est pas là, sinon je vais mal finir. Mais Rojadov Parfum, une grande marque, qui a beaucoup d'argent, a créé un parfum qui s'appelle Oligarque. Oligarque. Est-ce que c'est pas la fin du cynisme quand on s'assoit sur le réchauffement climatique, quand on fait du marketing olfactif comme ça, et qu'à la fin on appelle son parfum Oligarque, est-ce qu'on n'a pas fini et finalement est-ce que ça ne va pas se retourner un moment? Est-ce que les gens vont parler de quoi nous parle-t-il? Pourquoi Oligarque?
Qui veut sentir le bien? Oui, voilà, c'est peut-être la critique du bling-bling, mais qui a existé aussi le circuit sélectif quand il y a eu 1 Million, c'était amusant, c'était rigolo, c'était décalé. Ah, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Au final, moi, je pense que c'est le consommateur qui décidera. C'est-à-dire que si, avec un produit qui est très cher, une offre qui est vraiment sélective, une façon de vendre le produit qui est rare, peut-être même d'ailleurs sur des jus qui sont pas forcément aussi puissants que ça, peut-être que le consommateur sera prêt à payer. Et puis il se dira, bon, bah, ce parfum, oui, il est pas mal, mais il ressemble un peu à celui-ci, à celui-là. Il va regarder beaucoup TikTok, Instagram, et voir que peut-être on peut trouver une version un peu moins chère, c'est pas exactement la même fragrance. Et puis parfois, il va dire, non, celui-là, il est vraiment unique, je suis prêt à payer plus cher. Et puis peut-être qu'il se dira, bon, ben, peut-être que j'aurais jamais osé essayer les parfums à 15 ou à 30 euros. Et puis, moi, j'ai été sentir les parfums chez Zara, il y avait des choses qui étaient plutôt pas mal. Et on sent qu'ils ont travaillé avec des parfumeurs qui connaissent bien les tendances. Et voilà, et c'est pas très cher. Donc évidemment, c'est le consommateur qui dira ça marche pas, on le retire, c'est pas assez cher, bah, on pourra toujours augmenter le prix, le passer dans une autre collection. Ou à l'inverse, bah, si c'est trop cher, bah, le consommateur dira non, je n'achète pas. Eh bien, merci Camille Goutal, Nicolas Holzik et David Frossard pour tous vos propos et vos éclairages. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.